Balance ton pote sur France Bleu Poitou. France Bleu Poitou, il est 9h06. Racontez-nous vos amis, nous saurons enfin qui vous êtes. Bon, c'est grosso modo le principe de Balance ton pote. Tous les week-ends, nous recevons des talents poitevins, talents artistiques, sportifs, solidaires. Aujourd'hui, Kevin Guillot, dont le talent est de raconter la famille royale britannique et son histoire comme personne. Parce que vous pensez peut-être avoir tout compris en binge watchant la série The Crown. Eh ben, bon courage. Comment démêler la fiction de la réalité va peut-être nous aider à le faire aujourd'hui. Bonjour Kevin Guillot. Bonjour. Vous êtes en forme? Oui. Very well. Oui. Vous me répondez en français, c'est déjà un bon démarrage. Journaliste, vous avez publié en septembre dernier William, le prince qui voulait être roi, aux éditions City. Le 4 septembre dernier, nous avons pu découvrir avec vous votre parcours. Déjà, vous étiez venu dans Balance ton pote. Aujourd'hui, grâce à vous, on va faire un point actu sur la famille royale. Peut-être parler aussi de séries et de cinéma. Et puis, bien sûr, on va retrouver vos potes, le journaliste Frédéric de Natal et l'éditeur Étienne Chilot. Pas besoin de speak English very well pour l'émission, rassurez-vous. Il est 9h. France Bleu Poitou, Balance ton pote. Mais je suis contente d'avoir des gens en studio, alors j'ai envie de parler, c'est mon métier, donc je fais que ça, pardon, excusez-moi. 9h12 sur France Bleu Poitou. Dans Balance ton pote, ce matin, on reçoit Kevin Guillot, journaliste et auteur de William, le prince qui voulait être roi, aux éditions City. L'invité de Balance ton pote ce week-end. Vous voulez briller au tea time? Rendez-vous sur son site internet monarchiebritannique.com pour ne rien louper de l'actu et de l'histoire de la famille royale. Et justement, petit point actu, depuis ce jeudi, Charles III est un peu dans la tourmente suite à une enquête du Guardian. Alors, je cite l'article que j'ai lu du HuffPost. Le roi profiterait de la mort de milliers de personnes dans le nord-ouest de l'Angleterre grâce à leurs actifs financiers qu'il injecte dans son empire immobilier lié au duché de Lancaster. Ceci grâce à une très vieille loi féodale. Fin de citation. Est-ce que vous en savez davantage, Kevin? Expliquez-moi, parce que moi j'ai eu envie de dire oh my god, parce que j'étais horrifiée, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais j'ai pas tout compris en fait. Alors en fait, donc les titres au sein de la famille royale sont attachés à des droits vraiment féodaux qui sont vraiment hérités de pour le duché de Lancastre, ça date donc du XVIe siècle exactement. Et donc c'est un duché qui rapporte de l'argent parce qu'il est attaché à des terres. D'accord. Et donc c'est ce qui fait que du coup le duc de Lancastre, donc c'est le roi. Donc c'est lui qui a ce titre-là depuis le Moyen Âge. Eh bien, il a réussi à renflouer ses caisses personnelles grâce à ce duché de Lancastre qui lui appartient en main propre. Ça n'appartient pas à la couronne. C'est ce qui est vraiment différent. Ça n'appartient pas à l'État, mais vraiment au roi. D'accord. Voilà. Et donc il a réussi. En fait, Charles III, il applique un petit peu tout ce qu'il a pu faire en tant que prince de Galles, parce qu'en tant que prince de Galles, il était aussi duc de Cornouailles. D'accord. Et en tant que duc de Cornouailles, il y avait aussi des terres qui lui appartenaient donc en main propre et il a fait fluctuer tout ça grâce à différents systèmes, et donc apparemment il aurait profité de cette mais pourquoi ça choque si c'est une loi qui existe déjà depuis on était au courant finalement déjà? Oui, mais sauf que les Anglais la découvrent finalement, ouais. Parce qu'on ne découvre pas, enfin on n'est pas au courant de tous les détails de ces titres, et donc là les Anglais découvrent donc ouais. Comment il a réussi à obtenir de l'argent comme ça. Mais il n'y a pas que cette façon-là. Par exemple, en fait, si vous voulez, tous ceux qui vivent sur les terres du duché de Lancastre, comme celui du duché de Cornouailles, en fait, pour le duché de Lancastre, donc ça appartient au roi, ce qui fait que du coup, les gens ne sont pas propriétaires de leur terrain. Ils sont locataires, ils donnent de l'argent, en fait, donc tous les mois, ouais. Donc au roi directement finalement, okay. Parce que le véritable propriétaire, c'est le roi. Et pour le duc de Cornouailles, c'est pareil. Pour le duché de Cornouailles, actuellement, c'est le prince William, et donc c'est lui le propriétaire du terrain, et donc tous les habitants donc lui donnent un loyer pour pouvoir vivre sur ce terrain. Donc ce sont des lois qui paraissent un petit peu vraiment très anciennes et un petit peu comment dire ça. Anachronique aujourd'hui. En France, ça nous paraît vraiment superflu, et finalement, mais en Angleterre, c'est tout à fait normal, parce qu'il y a encore l'aristocratie, et cette aristocratie a des privilèges, et parmi ces privilèges, il y a celui-ci. Et alors, j'en viens, vous le disiez quand même que ça surprend pas mal de monde, même en Angleterre, la question des documents auxquels on a accès. Pour vous qui avez écrit une biographie la plus complète en français sur le prince William,
est-ce qu'il y a toujours des zones d'ombre? J'ai l'impression que oui. Est-ce qu'il y a des documents que vous avez été obligé d'aller voir, consulter sur place ou qui nécessitent d'ailleurs une autorisation particulière? Alors oui, il y a des documents qu'on est obligé d'avoir des autorisations parce que justement il faut aller au château de Windsor, parce que les archives royales sont au château de Windsor. C'est en fait dans la tour ronde du château. Okay. Donc on pense qu'il y a des appartements dedans, que la reine avait sa chambre dans cette tour, mais pas du tout. Ce sont uniquement des archives. Et donc c'est là-bas qu'il faut se rendre pour avoir tous ces documents. Sauf qu'il faut avoir l'autorisation du monarque en personne pour pouvoir accéder aux documents. Et donc ça, on n'a pas accès forcément à tous les documents parce que tout est filtré en fonction de ce qu'on veut vous montrer. Et voilà. Donc par exemple, je sais qu'il y a un livre qui va sortir parce que en anglais en fait qui va retracer comment a écrit Édouard VIII, donc le fameux roi anglais qui a abdiqué en 1936, qui a permis à Élisabeth II de monter sur le trône. Eh bien, il avait écrit ses mémoires pour raconter son histoire. Okay. Et donc il y a une archiviste qui est anglaise qui a réussi à avoir accès à tous les documents qui permettent de comprendre comment il a écrit ses mémoires. Et on découvre qu'en fait, ce n'est pas lui qui a écrit ses mémoires. On découvre que c'est un journaliste américain qui a usé de sa plume pour écrire ce document parce qu'en fait, Édouard VIII était incapable d'écrire un livre. Et sauf qu'il voulait quand même raconter son histoire pour donner sa propre vérité, un peu comme Harry a fait aujourd'hui. Et donc, Édouard VIII l'avait fait à ce moment-là. Okay. Mais pour le prince William, oui, effectivement, en fait, on a besoin d'avoir des accès comme ça. Alors, j'ai pas pu avoir les accès à tous ces documents, et donc vous apprendrez pas de ce genre d'informations dans mon livre, malheureusement. Mais j'aimerais bien effectivement avoir plus d'accès pour pouvoir découvrir un petit peu plus comment William renfloue ses propres caisses, parce que ça, en fait, les Anglais, ils considèrent que ça, c'est une affaire personnelle, et ils n'ont pas d'obligation à être complètement transparent donc à tout dévoiler aux Britanniques. Par exemple, même leur propre santé appartient à leur vie privée. Donc même si le roi Charles a été hospitalisé hier, par exemple, c'est pas vrai, mais oui, voilà. Oui. Eh bien, on ne l'apprendra pas forcément, parce que si le Buckingham ne veut pas en parler, ils en parleront pas, et pour les Anglais, c'est tout à fait normal. Voilà. Très bien. Kevin Guillot, invité de Balance ton pote ce matin sur France Bleu Poitou. Balance ton pote, Mario Tose. Il est 9h23, Kevin Guillot, journaliste, créateur du site monarchiebritannique.com et auteur de William le Prince qui voulait être roi aux éditions City, et l'invité de Balance ton pote ce week-end. Qu'est-ce que vous pensez, Kevin, de la série The Crown ou des films The Queen ou encore Le Discours d'un roi qui raconte aussi cette monarchie? Vous en avez pensé quoi? Alors pour The Crown, les premières saisons étaient vraiment parfaites dans le sens où, historiquement parlant, elles étaient vraiment très fidèles à la réalité, et c'était vraiment très appréciable. C'est une très très belle série. Cinématographiquement, elle est vraiment très agréable à regarder, elle est très bien fichue. On voit qu'il y a énormément de moyens pour correspondre vraiment aux costumes de l'époque, à recréer par exemple la couronne de Saint-Édouard, la fameuse couronne qui fait les rois d'Angleterre, qu'on a pu voir avec le couronnement de Charles III. Donc voilà, les premières saisons étaient vraiment parfaites, et en fait plus on va dans le temps, plus les saisons passent, et plus on est de moins en moins fidèle à la réalité. Et c'est un petit peu le problème de The Crown. C'est dans le sens où c'est une fiction avant tout, et ça on a tendance à l'oublier. C'est que on reprend donc d'abord une base donc de faits historiques pour ensuite apporter sa propre vision aux choses. Donc c'est une série qui est quand même déjà pro Diana, on y a pu le voir. Ouais. Et sauf qu'en fait Diana n'était pas forcément toute rose dans cette histoire. Charles non plus. On est d'accord. Il a ouvertement fait cocu Diana avec Camilla, mais Diana a eu aussi énormément d'amants. Elle était, elle a fait une crise médiatique là, une guerre médiatique donc contre son mari. Elle a usé des photographes pour pouvoir en fait se battre contre son mari, si vous voulez. Elle utilisait les médias contre son mari. Eh bien ça, elle ne le montre pas forcément. Par exemple, dans la dernière saison, je vais un petit peu spoiler, mais j'en parle un petit peu. Voilà. L'histoire est passée, donc spoiler. Voilà.
Eh bien, en fait, on sait que il y a de grandes chances que ça soit Diana qui a appelé les journalistes pour qu'elle soit photographiée dans la fameuse villa de Saint-Tropez des Al-Fayed. Alors que ça, il montre qu'en fait, ça a été manigancé dans la série par le père de Dodi qui voulait absolument que on montre au monde que son fils en fait sortait avec Diana. Sauf que donc ça, je pense vraiment pas que ça soit donc le Mohamed Al-Fayed qui l'ait fait, mais plutôt Diana, parce que en fait elle était vraiment en guerre contre son ex-mari à ce moment-là, parce qu'ils étaient divorcés, mais ils étaient vraiment en guerre contre eux. Et donc du coup, je pense voilà, il y a des choses comme ça édulcorées. Par exemple, à la mort de Diana, donc Elisabeth II a eu énormément d'étapes pour pouvoir regagner l'amour de son peuple, alors qu'elle était très critiquée à ce moment-là parce que elle n'était pas assez touchée par cette histoire selon les Britanniques. En tout cas, elle ne montrait pas publiquement, et ça a été très critiqué à ce moment-là en 1997. Et il a fallu 3 jours pour qu'elle revienne à Buckingham pour reprendre en fait les rênes de la monarchie. Eh bien, il y a eu plusieurs étapes. Par exemple, donc elle a commencé par faire monter un étendard au-dessus de Buckingham. Ensuite, elle est arrivée au palais, et avant de rentrer dans le palais, elle a fait arrêter la voiture pour aller à la rencontre de son peuple qui pleurait devant les fleurs qui étaient déposées devant les grilles. On s'en souvient tous. Eh bien, ça, c'est complètement passé à côté. La voiture, on voit qu'elle ne s'arrête pas devant les grilles, elle va tout droit, tout ça. Il y a énormément de détails qui sont oubliés, alors que la première saison était vraiment très fidèle. Concernant les autres, le film, donc The Queen, en fait, il est vraiment très bien fait pour le coup, parce que on montre ce même événement, donc la mort de Diana, et on montre vraiment les différentes étapes qu'il y a pu avoir avec entre la famille royale et Downing Street, tout ça. Et donc c'est un très bon film, et pour le discours d'un roi aussi, parce que il faut pas oublier que George VI n'était pas censé devenir roi, donc le père d'Elisabeth II, il aurait dû être un membre de la famille royale lambda, un petit peu comme le prince Andrew, comme le prince Édouard, qui sont en fait des membres de la famille royale, mais qui sont effacés parce qu'ils laissent la place soit au monarque ou à l'héritier. Voilà. Et bien c'était comme ça à cette époque-là, sauf que Édouard VIII a abdiqué en 1936 pour l'amour d'une femme, Wallis Simpson. Et donc ça, il le montre très bien dans le discours d'un roi. Sauf que George VI était un homme bègue, et il a fallu soigner son bégaiement pour pouvoir le laisser régner correctement et faire des discours, faire tout ce que on lui demandait en tant que monarque. Ouais, vous nous rappelez qu'il ne faut pas oublier que chaque production artistique fait aussi partie d'un contexte, et qu'il faut faire attention, et que ce n'est pas vierge de point de vue. Donc faut rester prudent avec ce qu'on voit. Merci beaucoup, Kevin Guillot. Il va nous parler de vous dans un instant. Étienne Chilot, historien et éditeur à la tête de la maison d'édition Le Charmoisé. Il est le premier pote qui balance sur France Bleu Poitou. France Bleu Poitou, balance ton pote. Dans Balance ton pote, chaque week-end, on propose à un invité d'en sélectionner 2 autres pour parler de lui, de son métier, son parcours, ou présenter un autre savoir-faire. Ce samedi, on parle de la famille royale britannique avec Kevin Guillot, journaliste et auteur, créateur du site monarchiebritannique.com. Son premier invité, c'est Étienne Chilot, historien spécialiste du Second Empire et éditeur à la tête de la maison d'édition Le Charmoisé. Bonjour Étienne. Bonjour. Kevin Guillot, présentez-nous votre pote en quelques mots. Eh bien, donc c'est un excellent historien qui est passé d'ailleurs dans le dernier numéro de Secret d'Histoire sur Napoléon III, donc qui était mercredi, et il organise un salon du livre, le premier salon du livre d'art et d'histoire de Sologne, donc qui a lieu le 2 et le 3 décembre, et donc je ferai partie puisque je ferai des dédicaces et une conférence qui portera sur Elisabeth II et les reines d'Angleterre. Trop bien, on aura l'occasion de revenir sur le salon du livre d'art et d'histoire de Sologne. Mais avant, Étienne Chilot, je vais vous embêter un petit peu avec Étienne. Ça s'appelle Balance ton pote. Donc vous allez nous balancer quelques belles choses sur Kevin Guillot. Comment vous l'avez rencontré, Kevin ? Alors Kevin, on s'est rencontrés réellement sur les réseaux sociaux. On se suivait mutuellement avec nos productions de livres et nos passions communes, les monarchies européennes. Et puis la première fois qu'on s'est vu physiquement, c'était au rendez-vous d'histoire de Blois. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, nous nous sommes rencontrés, nous avions Jack Lang qui était notre intermédiaire pratiquement. Je ne sais pas si tu te souviens, Kevin. Si.
C'était quand ça? C'était l'année dernière, pardon. Donc c'est tout récent. L'été dernier. Voilà. Exactement. Et Étienne Chilot, est-ce qu'il est difficile d'acquérir une légitimité en tant que jeune journaliste et historien par rapport à Kevin notamment? Je pense qu'il faut savoir faire sa place, mais il faut surtout être sincère, authentique, rester passionné et ne pas chercher les projecteurs pour les projecteurs. Bon, ce sont que des belles choses pour Kevin, du coup, c'est bon, il a coché toutes les cases. Il rentre pile poil dans les créneaux. Alors, ce salon du livre d'art et d'histoire de Sologne, c'est la semaine prochaine, les 2 et 3 décembre prochains. Dédicaces et conférences sont proposées. Donc c'est une première édition. Qu'est-ce qui va s'y passer, Étienne Chilot ? Alors, c'est une première édition. On a décidé de créer un salon du livre d'art et d'histoire qui se distingue des rendez-vous d'histoire de Blois. Le but, c'est d'amener les personnes à venir nous visiter le salon et en même temps visiter un château pour rendre accessible donc la lecture, l'histoire. Et puis, on a un parrainage un marrainage, si j'ose dire, assez impressionnant. C'est la princesse Murat qui va être la marraine de cette première édition et des prochaines et des futures éditions. C'est super bien. Et vous alors, Kevin, qu'est-ce que vous allez faire lors de ce salon ? Eh bien, je donne une conférence sur Élisabeth II et les reines d'Angleterre, donc qui va durer en maximum 1 heure. Et donc je vais vous raconter en fait une histoire politique et féminine d'histoire britannique. Et donc voilà, c'est un sujet qui m'a passionné et donc j'espère qu'il vous passionnera aussi si vous y venez. Et donc je ferai aussi une séance de dédicace de mon livre donc sur la biographie sur William le prince qui voulait être roi aux éditions City. Trop bien, le jeu de la dédicace, ça doit pas être évident quand on a l'habitude de bosser plutôt seul, j'imagine. Oui. Se prêter au jeu de la dédicace. Oui, c'est vrai que ça fait bizarre, surtout que c'est mon premier livre. Donc du coup, quand on fait, j'ai déjà fait une séance de dédicace avant, et du coup, la toute première fois, effectivement, ça fait bizarre quand vous avez des personnes que vous ne connaissez pas qui vous demandent une dédicace et vous ne savez pas forcément quoi écrire au départ, et donc il faut du coup discuter avec la personne pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme vous avez comme préparé petit texte. Quelques punchlines quand même de côté ou pas? Alors oui, j'ai quelques petites phrases. Voilà. On sait jamais. Étienne, vous avez des conseils, vous qui avez peut-être fait de grandes dédicaces, quelles sont vos phrases type? C'est toujours en rapport avec l'émotion qu'on a ressentie quand on écrit un livre et qu'on se doute que les personnes qui nous rencontrent ou qui l'ont lu ont eu la même émotion. Et donc, concernant, en tous les cas, moi qui suis spécialiste de l'impératrice Eugénie, je sais que c'est une femme qui est rentrée dans l'ombre après son règne et elle a été témoin de grands moments, de grands événements en parfaite incognito. Donc, j'ai souvent l'habitude de dire, par exemple pour ma part, que c'est une dédicace en hommage à la femme la plus dépaysante de l'histoire. Et donc, il faut toujours être au plus proche de l'émotion qu'on a ressentie quand nous-mêmes on a fait ces recherches et qu'on a écrit pour pouvoir l'échanger, la transmettre avec le lecteur qui vient vous demander cette dédicace. La dédicace au rang d'art avec Étienne Chilot, historien et spécialiste du Second Empire, éditeur à la tête de la maison d'édition Le Charmoiset et donc qui organise ce premier salon du livre d'art et d'histoire de Sologne les 2 et 3 décembre prochains. Merci beaucoup d'avoir été dans Balance ton pote, Étienne Chilot. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Votre deuxième pote, Kevin Guillot, qui va intervenir juste après, c'est Frédéric de Natal, journaliste des Têtes Couronnées, administrateur du site monarchie et dynastiedumonde.com. Il collabore avec vous sur monarchiebritannique.com d'ailleurs. Il est du côté de Lyon et on l'y retrouve juste après Téléphone. Ça, c'est vraiment toi. Ça, c'est vraiment toi, pas 3. Ça, c'est vraiment toi sur France Bleu Poitou. Balance ton pote, Mario Tose. Balance ton pote ce week-end avec Kevin Guillot, journaliste et auteur spécialisé et passionné par la famille royale britannique. Jeune poitevin depuis bientôt 3 ans, on est très heureux de le recevoir pour découvrir son travail et pour faire un point actu famille royale. Vous pouvez parcourir aussi son site monarchiebritannique.com et retrouver en librairie William, le prince qui voulait être roi. C'est peut-être une chouette idée cadeau pour Noël, profitez-en. Parmi les potes qu'il a invités à participer à l'émission, l'historien et éditeur Étienne Chilot, mais aussi Frédéric de Natal, rédacteur en chef de la revue Dynastie, journaliste pour les magazines Point de vue, Histoire, Causeur, Napoléon Ier, Napoléon III et L'Incorrect. Et quand vous en parlez, Kevin Guillot, vous dites qu'il ajoute un aspect politique que l'on retrouve que trop peu lorsqu'on parle de monarchie, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il arrive à analyser la monarchie de façon politique alors que les monarchies sont maintenant plus diplomatiques et plus symboliques qu'autre chose. Et il arrive à donner un sens politique à ces institutions. Et c'est ce qu'on adore chez Frédéric de Natal parce que du coup, il arrive vraiment à donner un certain poids à ces institutions. Frédéric de Natal, bonjour.
Bonjour. Alors vous, comment vous avez rencontré Kevin? Il faut balancer justement un petit peu sur Kevin aujourd'hui, c'est le principe. J'ai rencontré Kevin sur les réseaux sociaux, pour être très très honnête, et son travail m'a particulièrement bien plu, et j'avais décelé déjà à l'époque, quand il était étudiant, qu'il irait très loin, et l'avenir, en tout cas le futur, me l'a démontré, et aujourd'hui on travaille ensemble, et on est même d'ailleurs pratiquement inséparables sur les plateaux de télé, puisqu'on nous appelle fréquemment l'un et l'autre pour commenter l'actualité de la monarchie britannique. Alors Kevin nous le disait aussi, chacun a un peu sa spécialité, son ton. Pour vous, les atouts de Kevin, c'est quoi, Frédéric? Mais Kevin, il sait très bien raconter l'histoire de la famille royale. C'est quelqu'un qui est excessivement passionné, qui est très pris et qui connaît tous les détails. Rien ne lui échappe. Alors ce qui est bien, c'est qu'il ne tombe pas dans le côté people de la chose, puisqu'on a trop souvent tendance à vouloir transformer ou caricaturer les monarchies en un vaste champ people avec ses polémiques plus ou moins inventées, enflées ou même réécrites. Lui, il est vraiment ancré dans le temps, présent tout en faisant ce lien avec le passé, ce qui moi me plaît beaucoup, puisque c'est le principe même de la monarchie, c'est la continuité dans le temps, et lui le raconte bien. Et son livre d'ailleurs est une très bonne expression de tout son travail, puisque lorsque vous le parcourez, eh bien il fait des allers-retours dans le temps, et ça vous permet de suivre le fil de l'histoire, notamment du prince de Galles, William d'Angleterre. Oui, William, le prince qui voulait être roi, on le rappelle, n'hésitez pas, ça peut être une belle idée cadeau pour Noël. Kevin, comment vous réagissez face à tous ces beaux compliments de Frédéric? Merci beaucoup, ça me touche particulièrement. Oui. Non mais j'en suis très très honoré, parce que effectivement c'est un long travail quotidien de gérer ses réseaux sociaux, d'intervenir sur différents plateaux, avec Frédéric de Natal très très souvent, parce que on intervient très régulièrement pour tout ce qui est grand événement. Par exemple, on était ensemble pour commenter la visite en France de Charles III en septembre dernier. Donc voilà, on a aussi commenté ensemble les funérailles d'Élisabeth II, le couronnement de Charles III. Donc voilà, on est très complémentaires, parce que comme je disais, donc il apporte cette touche politique à cette institution, alors que moi je vais plutôt m'attacher à tout ce qui est symbolique et tout. Donc en fait la dimension diplomatique et symbolique de la monarchie, c'est surtout ça qui m'intéresse, et donc l'histoire de cette monarchie britannique. Et alors il y a Frédéric de Natal avec vous, Yann Reynaud et Claude Vigoureux aussi sur le site monarchiebritannique.com. Comment ça s'organise? Est-ce que vous fréquentez aussi pour autre chose? Je dis n'importe quoi, mais pour aller faire du bowling ou un truc dans le genre, ou pas? Ça reste quand même très professionnel. Alors oui, Yann est un ami, donc parce qu'en fait on a fait tous les deux des études d'histoire chacun, et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Yann. Et Claude Vigoureux, je ne l'ai jamais rencontré en physique. C'est quelqu'un que je côtoie que sur les réseaux sociaux, et qui a eu une carrière administrative, et qui aujourd'hui a une cinquantaine d'années, il me semble. Donc et qui est très intéressé par l'histoire britannique en fait. Et il arrive à mêler l'histoire britannique et l'histoire française au cours de ses articles. Et Frédéric, ce sont des gens que vous avez rencontrés avec Kevin Guillot, ou vous les connaissiez déjà avant? Alors pas du tout. Moi, Kevin est aussi un ami personnel. J'ai pas eu l'occasion de rencontrer ses amis. Après, il se trouve que nous partageons d'autres amis en commun, notamment parmi les royaux, puisque notre métier nous a amenés à fréquenter les princes et princesses, voire d'autres personnalités pour les besoins de nos reportages. Donc non, j'ai pas l'occasion de les connaître malheureusement, et peut-être un jour, pourquoi pas, l'invitation en tout cas est lancée. Et est-ce que vous avez une actualité que vous souhaiteriez partager avec nous, Frédéric de Natal, puisque le micro est ouvert et que vous êtes à l'antenne, vous pouvez en profiter. Mais écoutez, vous savez, ce qui est intéressant dans les monarchies, c'est que elles ont une histoire, et elles sont toujours ancrées dans le présent, et elles continuent aujourd'hui. Moi, je trouve regrettable qu'on n'en parle pas assez, contrairement à certains des pays frontaliers qui en parlent quotidiennement et de manière plus ancrée dans ce temps que je défends. Et pour vous me démontrer un exemple, puisque j'ai aussi un deuxième site qui est monarchie et dynastie du monde.com avec un S, où je raconte toutes les monarchies, tout ce qui se passe dans les monarchies, même celles exilées ou insoupçonnées dans le monde. Eh bien, il y a eu un événement jeudi que la presse française n'a absolument pas du tout évoqué, et c'est une actu en l'occurrence, puisque au Népal, je ne sais pas si vous le savez, il y avait une monarchie qui a été renversée par une rébellion en 2008, donc il y a un mouvement monarchiste qui est très présent. Eh bien, jeudi, les royalistes ont envahi Katmandou, la capitale, par dizaines, centaines de milliers. Ça a secoué les institutions de la République à un tel point que on a cru même que c'était un coup d'État en cours pour restaurer le roi. Donc un événement assez incroyable pour ce pays enneigé. Et la preuve étant que ça a été
c'était vraiment très intense. Le lendemain matin, le leader qui avait porté ce mouvement a été mis sous résidence surveillée par le gouvernement qui est d'obédience marxiste. Donc c'est toute une histoire qui se passe. On attend de savoir si le roi Gyanendra va réagir par rapport à la situation, lui qui est exilé de l'intérieur. Bref, c'est pour quelqu'un qui est passionné de monarchie, c'est un événement que j'ai vécu en direct avec beaucoup d'intensité. Voilà, je regrette que ça n'a pas été évoqué à la télé, mais vous venez m'en donner l'occasion et je vous en remercie. Ah bah très bien, on a eu la primeur sur France Bleu Poitou. Enfin, bon, on s'en serait peut-être passé effectivement de toute façon de cette sombre actualité, mais quand même, merci beaucoup Frédéric de Natal de nous en avoir parlé. Je le rappelle, vous êtes rédacteur en chef de la revue Dynastie. On vous retrouve sur Dynastie. J'ai plus votre site internet complet, pardon. Alors, vous en avez deux. Vous avez revudynastie.fr et vous avez monarchie et dynastie du monde.com. Et là, vous avez tout un panel de monarchies que vous pouvez retrouver, même celles que vous ne soupçonnez pas d'exister. Merci beaucoup, Frédéric de Natal. Bon week-end. À bientôt. Merci également. Au revoir. Et merci beaucoup Kevin Guillot aussi d'avoir été avec nous, journaliste, auteur que l'on retrouve sur monarchiebritannique.com. On le rappelle, n'hésitez pas, votre livre en ce moment, William le Prince qui voulait être roi, et vous serez en dédicace et conférence la semaine prochaine au salon du livre d'art et d'histoire de Sologne, donc les 2 et 3 décembre. Vous serez présent sur les 2 jours ? Non, le 2 décembre seulement. Le 2 décembre seulement, donc ne manquez pas l'information, et on vous retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux, vous êtes aussi sur YouTube, plein de belles informations pour apprendre plein de choses sur la monarchie britannique. Merci beaucoup Kevin. Merci beaucoup à vous. À bientôt dans Balance ton pote. Au revoir. Au revoir.